Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Sarah. Bonjour Linda. Pas trop stressée? Écoute, c'est toujours un peu impressionnant, mais je suis ravie. Oh, tant mieux. Bon, comment tu aimes te présenter? Je vais pas faire de spoiler, pas d'intro, on y va. Allez, dans le feu. Vas-y. Écoute, souvent, je me présente toujours en disant que je suis une caricature de la méritocratie. Clairement, parce que je démarre avec des conditions de départ, avec tous les voyants en rouge. Mais pour Une autant, femme, pardon? une femme issue de l'immigration. C'est ça, avec vraiment sur le volet social, le volet handicap, enfin vraiment sur tous les La sujets, totale. tu peux allumer un petit voyant en rouge. Et pour autant, je suis aujourd'hui agent dans la fonction publique, même si rien ne m'y prédestinait. Donc voilà comment je me présente clairement. Et puis j'aime à dire aussi que je suis une influenceuse au sens où manipulatrice, mais tu sais, au premier Ah, sens du terme, c'est-à-dire prendre les choses en main. Avec cette vision-là, parce que j'aime bien initier, impulser, j'aime bien faire bouger les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, de me dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir de l'impact pour soi et pour les autres. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. pas mal. J'aime bien l'image en tout cas. Tu as créé un réseau aussi, les pépites publiques. Oui, absolument, l'association des pépites publiques, ouais. Tu veux nous en dire quelques mots? Oui, avec grand plaisir. Bah, écoute, c'est une association d'agents publics et on travaille sur 3 grands sujets, 3 grandes valeurs qui sont, extrêmement importantes et chères à nos yeux pour la fonction publique. C'est d'abord l'égalité, hommes-femmes, c'est l'inclusion et c'est la question de la diversité. Et donc comment est-ce que ces 3 sujets-là prennent leur place dans la fonction publique? Je me suis rendu compte qu'il y avait encore de grands défis devant nous pour que la fonction publique soit à l'image de la société qu'elle sert, et avec un enjeu à la fois démocratique, à la fois un enjeu de lien, de proximité avec les usagers, avec les citoyens, et puis un enjeu d'efficacité du service. Tu vois, nous dans le réseau, on est convaincus que la diversité crée de la valeur Mmh. et que le service public doit être riche de cette diversité pour pouvoir répondre finalement aux besoins de l'ensemble des usagers, trouver du sens, et être encore une fois efficace. Et en intégrant la fonction publique, je me suis rendu compte clairement que c'était pas du tout consolidé, cette Mmh. question d'égalité homme-femme, de l'inclusion, de la diversité. Ça m'a beaucoup questionnée, notamment par rapport à la question du réseau, à la place du réseau. Notre association, c'est d'abord créer un réseau qui n'est pas un réseau virtuel, mais un réseau vraiment d'agents qui se connaissent entre eux, pour parler de leur sujet, pour parler de leur place dans l'organisation. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans une organisation quand on est un agent? Comment est-ce qu'on envisage son développement personnel, professionnel, sa projection dans une carrière? C'est des sujets qui sont pas simples à appréhender. Or, il y en a qui sont bien outillés, notamment en termes de réseau, en termes de code, en La termes de femme. connaissance du système pour trouver leur place, et on a énormément de talents, d'agents qui sont hyper engagés, qui ont une vraie réflexion, sur le sens du service public et qui, eux, ne trouvent pas encore leur place parce qu'ils n'ont pas accès à ce réseau, à ces codes, à ces informations un petit peu informelles, sur la manière de trouver leur place. Et c'est vraiment un réseau finalement de talents, où on peut partager, échanger, avec 3 dimensions, 3 programmes. Un programme plaidoyer qui vise à professionnaliser le réseau et à interpeller les pouvoirs publics pour faire en sorte que ces questions deviennent des politiques prioritaires du gouvernement. C'est un enjeu d'attractivité, de fidélisation, évidemment, de la fonction publique, en particulier aussi pour les jeunes, hein. On a quand même pas mal de littérature sur la place des jeunes dans la fonction publique, avec un rapport de la Cour Oui. des comptes assez récent qui a été publié. Un programme qui est le programme Inspiration. Grâce à ce programme, eh bien, on fait du sourcing et on permet à des pépites du réseau, d'assister à des visio masterclass inspirantes avec des témoignages, d'agents publics qui ont des parcours, atypiques, qui sont passés par l'interministériel, qui nous tient beaucoup à cœur, comment on accompagne les pépites vers des parcours interministériels. Donc vraiment un programme comme ça, qu'on appelle Inspiration, parce qu'on va aller vraiment chercher, des idées, des tips, et de l'énergie auprès d'autres, agents. Et puis, le programme Ambition, où là, c'est vraiment de l'accompagnement de type coaching, mentorat,
auprès des pépites qui vraiment s'engagent dans une démarche de développement professionnel. Et donc, on les accompagne, par exemple, pour rédiger un CV. On a l'impression que c'est un exercice hyper facile, mais en réalité, les agents sont très peu accompagnés là-dessus. Ouais. Et il faut pouvoir verbaliser ses compétences, verbaliser les situations professionnelles qu'on a rencontrées et en faire ressortir des compétences transposables sur plein de métiers. D'ailleurs, c'est la vision que l'on a du service public de demain. Je veux dire, aujourd'hui, moi qui suis à l'éducation nationale, les enseignants qui rentrent dans le métier, on ne peut plus les accueillir en leur disant bienvenue, vous en avez pour 40 ans en tant que prof à l'éducation nationale. Ça, c'est un discours qui est un petit peu un petit peu dépassé. Et donc, il faut que tous ces agents puissent trouver leur place et les mots pour valoriser leurs compétences, leur engagement et envisager d'autres parcours, y compris en interministériel. Et voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'association, avec un volet qui est hyper important pour nous, c'est l'intergénérationnel. Voilà, il y a des postes dans la fonction publique. Moi, je vois d'IRCAB, c'est souvent des jeunes, des hommes. Qu'est-ce qui fait que des femmes de plus de 45-50 ans puissent pas accéder à ce type de poste? Enfin voilà, il y a quand même tout un sujet au niveau de l'intergénérationnel. Il y a l'origine aussi territoriale, la ruralité, les quartiers populaires, l'origine culturelle, Ouais, il y a l'origine vraiment sociale, c'est qui est tout un un vrai panel, il y a ouais, là-dessus, je suis d'accord donc avec c'est toi, il y vraiment la a c'est diversité au sens multifactoriel. très large, tout à Mmh. fait. Donc on s'y retrouve plutôt bien. C'est une association vraiment d'inspiration, d'énergie, de mise en réseau et de liens humains. On a vraiment OK. besoin dans la fonction publique. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait créer un espace comme ça pour les agents? Ça a été Écoute, je quoi pense que j'ai eu l'étincelle? je pense que j'ai eu plusieurs à plusieurs moments de ma vie comme ça qui ont été un peu des déclics. Ouais, Mais le plus récent, clairement, c'était il y a 3-4 ans maintenant. Je suis stagiaire inspectrice, je cherche un stage de 5 jours, dans la fonction publique. Donc il faut savoir que sur les postes d'encadrement, lorsque l'on est stagiaire, on nous demande de faire un stage pour, une immersion dans une autre culture organisationnelle que celle que l'on va intégrer. mmh, Moi, je ne cherchais pas de stage en entreprise puisque je viens du secteur privé, c'est un secteur que je connais très bien, où j'ai eu, voilà, différents postes. Donc très naturellement, je vais chercher un stage dans la fonction publique et en particulier dans la haute fonction publique. Et j'envoie une trentaine de CV de lettres de motivation et je n'ai aucune réponse, mmh. ni accusé-réception. Et je me dis: «Mais mince, sur le papier, je suis surdiplômée», encore une fois, hein, au sens caricatural. Je suis, cadre, IAIPR, donc voilà, ce sont des postes A+, même si juridiquement, il y a une forme de flou encore une fois, sur ce que c'est que les cadres A+ de la fonction publique et malgré ça, j'y arrive toujours pas. Et je me dis que derrière, il y a quand même, la question du réseau, Mmh. la question des codes et tout ça, à quel moment est-ce qu'on nous l'apprend? À quel moment est-ce qu'on nous accompagne? À quel moment, voilà, on soutient, des agents qui voilà, qui ont du potentiel et qui pourraient faire plein de belles choses pour le service public Mmh. et pour la nation? Et donc c'est là que je me suis dit: «Il y avait quelque chose à faire» et donc on a créé une association de fait, seulement à l'époque où on s'est réunis avec d'autres agents, d'autres ministères puisque, moi j'ai eu le plaisir de travailler dans d'autres ministères avant l'éducation nationale. Donc voilà, j'ai un réseau comme ça un petit peu de collègues, qui sont juste génialissimes et qui tout de suite ont soutenu le projet en me disant: «Mais il faut y aller». Donc on a créé l'association de fête, il y a un peu plus de 3 ans maintenant et lorsque l'on a reçu des promesses de dons, il fallait professionnaliser l'association et donc passer par la phase, déclaration en préfecture, enfin voilà, tout le volet un peu entrepreneurial et ça on l'a fait il y a, 1 an et demi maintenant. Voilà, donc une D'accord. association toute jeune finalement. OK, ouais, mais quand même, une belle initiative. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions là qui me viennent. J'étais intéressée pour savoir c'est quoi le type de profil que vous avez, qui viennent vous solliciter et puis du coup, comment on fait aussi pour valoriser un agent, sans tomber, tu sais, dans ce culte de la performance, J'ai enregistré un épisode avec, avec Olivier Amand récemment et donc on a beaucoup parlé de performance versus robustesse et donc ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Comment on fait? Bien sûr, alors dans le réseau, on a 2 types d'agents. Ce sont beaucoup des agents, de catégorie A, mais on a aussi des agents de catégorie B. On a aujourd'hui, 80 d'agents issus du versant de l'État, 20 des collectivités territoriales, pardon. Donc on ne touche pas encore le versant hospitalier et ce sont des agents qui partagent les valeurs d'égalité, d'inclusion, de diversité et avec 2 profils différents. Un profil, qui est un profil de ce qu'on appelle nous les pépites sympathisantes qui soutiennent, Mmh. le projet parce qu'elles souhaitent que, il y ait davantage de diversité sur les postes d'encadrement, mais qui sont pas encore dans une démarche de développement personnel, professionnel.
mais qui voient derrière le sens sur l'organisation, sur le service, sur le bien-être au travail, hein, aussi. Et puis on a une catégorie d'agents beaucoup plus nombreuse, donc on est autour de un quart et trois quarts, qui elles, parce que c'est beaucoup des femmes, veulent s'engager dans une forme de développement professionnel, ne trouvent pas dans leur ministère ou dans leur environnement immédiat les relais, et donc elles intègrent le réseau pour pouvoir être accompagnées, pour pouvoir être inspirées en trouvant finalement un réseau et d'autres agents, et donc découvrir d'autres métiers, d'autres fonctions publiques, s'acculturer et ainsi construire son parcours. Et sur la question que tu poses sur comment valoriser les agents, cette question elle est tellement forte. Valoriser les agents, c'est d'abord valoriser l'humain, et donc ça nécessite de connaître les agents. Mmh. Dans une organisation, pour valoriser ses équipes, il faut connaître ses équipes. Ça, c'est une première étape, et c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important dans les valeurs et le leadership que je souhaite incarner, parce que le premier élément que j'ai observé dans mon rapport d'étonnement en intégrant un poste d'encadrement, c'est que je travaillais avec des collègues que je ne connaissais pas, et il n'y avait pas d'espace-temps qui était provoqué par l'institution pour se connaître. Donc on est ensemble autour de table pour travailler sur des grandes politiques publiques à mettre en place. Mais finalement, quand on regarde à droite et à gauche de la table, eh bien, on ne connaît pas les agents qui sont avec nous. Donc moi, j'allais dire un premier step, ou en tout cas une première action que j'essaye toujours de mettre en place, c'est d'aller finalement créer cet espace pour prendre le café avec l'agent, savoir qui il est, se rencontrer, se connaître. Je crois que c'est d'abord une première façon de valoriser, c'est de sortir de cette vision un peu que l'on aurait d'invisibiliser finalement l'individualité Eh oui. et l'identité professionnelle de chacun. Ça, c'est une première étape. La deuxième manière de valoriser les agents aussi, moi je pense que c'est cette question du collectif. Comment est-ce que chacun, dans sa propre individualité, dans sa propre identité professionnelle, trouve sa place dans un collectif? Et donc ça doit faire partie d'un objet de travail pour un manager. Quand on est chef d'équipe, quand on manage une équipe, que ce soit en proximité ou sur un management horizontal, comme c'est le cas moi sur mes fonctions d'inspectrice, il y a vraiment cette réflexion sur le collectif et comment est-ce que chacun trouve sa place. Et donc, quand on connaît nos agents, eh bien, on sait que tel agent, il sera beaucoup plus à l'aise sur tel type de mission en collaboration avec tel autre, et ça va créer de la force, de la synergie, et plus loin et plus fort et plus loin on ira ensemble. Donc, c'est vraiment ces deux premières étapes. Et puis, une autre façon de valoriser l'agent, au-delà des résultats chiffrés, même si c'est un sujet, hein, d'évaluer les agents sur des indicateurs quantitatifs, qualitatifs. D'ailleurs, c'est assez nouveau, hein, dans la fonction publique, hein, la culture de l'évaluation. Mais c'est quelque chose que je connais très bien, puisque moi, je viens du secteur privé et de l'entreprise, et j'ai commencé en tant qu'auditrice. Donc cette mesure de l'évaluation et cette culture, j'y suis très sensible. Au-delà de ça, ce que je trouve très important, c'est ce qu'on appelle la mesure d'impact. Je trouve que le service public aurait tout intérêt à valoriser et à développer la mesure d'impact. Et c'est pas uniquement des tableaux reporting avec des éléments chiffrés quanti quali. C'est quel impact sur les usagers, quel impact sur l'organisation elle-même, quel impact sur les agents et leur bien-être au travail. C'est vrai, et donc vraiment construire un peu cette mesure d'impact. Ça, c'est un vrai défi pour la fonction C'est publique. hyper intéressant ça, ce que tu proposes. Donc là, moi, j'ai un vrai prisme, un vrai biais fonction publique territoriale. Désolée. Et donc ça voudrait dire que chaque administration ou chaque collectivité, elle pourrait slash devrait être capable de mesurer son impact à la fois sur ses politiques publiques, sur les services publics qu'elle rend, à l'externe pour les usagers et à l'interne pour son organisation. C'est hyper Absolument. intéressant. C'est indispensable, parce qu'une organisation qui fonctionne bien, c'est une organisation qui est capable aussi de s'auto-évaluer et de s'auto-réguler. Moi, je trouve que c'est ce qui manque dans la fonction publique, et en particulier dans mon ministère, qui est un très gros ministère. Encore une fois, c'est le premier employeur public, hein, l'éducation nationale aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir cette réflexion sur nos propres mécanismes d'autorégulation. Et donc ça questionne finalement le pilotage, plutôt le pilotage d'encadrement intermédiaire. Et donc dans ce pilotage et ce management un petit peu intermédiaire, dans quelle mesure est-ce qu'on peut finalement avoir des éléments très objectivés sur l'impact sur l'organisation, sur sa capacité à évoluer avec les transitions de la société, sur sa capacité aussi à accueillir, à fidéliser les agents, et sur sa capacité à créer du bien-être au travail. Ce sont des vrais sujets qui font partie de la politique publique de manière intrinsèque, hein. Donc c'est pas uniquement mesuré au dernier kilomètre pour l'usager, le citoyen,
l'impact de la politique publique, mais c'est aussi d'abord pour l'organisation elle-même, dans sa capacité à se régénérer, dans sa capacité à être créative, à innover et donc à mieux porter les politiques publiques ambitieuses aujourd'hui pour la France. OK. Avec le recul que tu as aujourd'hui, les différentes personnes que tu as pu rencontrer, qu'est-ce que tu as appris du moral, des attentes, des besoins des agents aujourd'hui? Là, on est à l'été 2025, c'est quoi tes constats? Alors, écoute, mes constats, pour être très transparente, le constat il est pas extrêmement positif. Mmh. Si tu parles de 2 choses, tu parles du moral et des attentes. C'est 2 choses différentes. Au niveau du moral, clairement, les agents, y compris sur les postes d'encadrement, peuvent ressentir un petit peu de décrochage. Clairement, y compris les enseignants, hein. Je veux dire, il y a un paper qui a été publié il y a pas si longtemps que ça sur le décrochage des enseignants. On a quand même des agents qui peuvent être un petit peu à bout de souffle, avec aussi un volet intergénérationnel qui est très important, qui devrait faire l'objet d'une politique beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus forte. Ce sont les agents qui sont seniors, pour lesquels il reste voilà une dizaine d'années de service. Et donc ceux-là, qu'est-ce qu'on leur propose pour réactiver aussi d'autres compétences, d'autres situations professionnelles et retrouver aussi quelquefois un petit peu du sens dans leur mission. Donc sur le moral, je dirais plutôt le bilan est clairement mitigé, mais on en revient à la notion de sens. Je veux dire, un agent qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il met en place, un agent qui ne trouve pas sa place, eh bien, clairement, ça a un impact sur le bien-être au travail et sur le moral des troupes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'absence ou l'existence d'une vision pour le service. Un service qui fonctionne bien avec des troupes qui ont le moral, c'est d'abord un service qui a une vraie vision sur ce qu'il a envie de mener, sur les prochaines années, sur la manière dont il a envie de le mener, avec derrière des valeurs qui sont ancrées, qui ne sont pas un discours. Donc il ne faut pas qu'il y ait de dissonance entre le discours des valeurs de la République et comment est-ce que c'est ancré sur le terrain. Donc si on prône, par exemple, l'égalité des chances, eh bien on doit pouvoir promouvoir l'égal accès finalement, par exemple au poste, des choses comme ça. Donc ça, il faut qu'il y ait une réalité entre le discours et le fonctionnement du service. Et puis sur les attentes des agents, moi je vois des attentes différenciées selon le type d'agent. Les agents plutôt seniors ont besoin qu'on leur laisse de l'autonomie parce qu'ils ont fait leur job, ils ont fait leurs preuves, et donc ils ont besoin, voilà, qu'on leur laisse aussi de la place pour eux être force de proposition, être à l'initiative, être de plus en plus agile. Donc c'est vraiment les attentes pour ce profil-là. Les attentes des nouveaux entrants, des jeunes agents dans la fonction publique. C'est à la fois évidemment le sens, c'est aussi les valeurs, tout le volet finalement, enjeux sociétaux qui est extrêmement important, qui doit être, ancré. C'est pas un discours sur la marque employeur, c'est une réalité du service, et de l'organisation. Et puis pour ces nouveaux entrants, en termes d'attente, c'est aussi la capacité à pouvoir se projeter sur le long terme dans la fonction publique, vers d'autres postes, vers d'autres emplois, vers l'interministériel. Et donc comment est-ce qu'ils vont être accompagnés? Ça, c'est souvent, un sujet, voilà, qui peut être un petit peu crispant. Voilà ce que je vois un peu à la fois sur le Mmh. moral et puis les attentes des agents, aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant déjà. Mais ça rejoint beaucoup de constats, qu'on fait, hein, là-dessus, il y a pas beaucoup de j'allais dire, heureusement, malheureusement, il y a pas beaucoup de surprises, les constats, ils sont là. Mmh. Maintenant, j'avais une dernière question pour toi, un peu poil à gratter justement, est-ce que, est-ce que tu as pas peur que ce genre d'initiative, les pépites publiques, ça, ça soit l'arbre qui cache la forêt? Tu sais, qu'on se serve de cette initiative-là pour éviter de réformer, tu vois? Qu'on célèbre au lieu de passer à l'action. Bah, écoute, c'est une super question et je pense que c'est un vrai risque, hein, et c'est un risque qui existe. Le fait de valoriser finalement ce qui fonctionne, les talents, les profils qui ont trouvé leur place et que ça masque finalement, des dysfonctionnements un peu plus structurels sur lesquels il faut envisager des réformes. C'est un risque qu'on a anticipé quand on a construit l'association, vraiment sur le programme plaidoyer. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de trouver des solutions qui sont issues du terrain, issues des agents, parce ils font preuve de créativité, ils connaissent le terrain et en réalité, il y a énormément de dysfonctionnements qui pourraient être résolus, et ça coûterait 0 euro, j'ai envie de dire, sur les lignes budgétaires. Mais il y a besoin finalement de faire remonter ces initiatives aussi auprès des instances dirigeantes. Donc on espère en tout cas que via le programme plaidoyer,
notamment via le sondage que l'on a mené à destination des membres du réseau sur les freins, les contraintes qu'ils perçoivent au quotidien et sur les solutions qu'ils pourraient proposer pour améliorer finalement l'égalité des chances dans la fonction publique. Eh bien, on espère qu'avec cela, on va pouvoir publier prochainement un manifeste avec des solutions qu'on pourra présenter et proposer au niveau national pour finalement être un peu force de proposition et derrière engager une réforme, une loi de réforme de la fonction publique clairement qui pourra intégrer les questions d'égalité, mais beaucoup d'inclusion et de diversité. D'accord. Si on veut rentrer en contact avec toi, Sarah, ça se passe comment? Écoute, on peut rentrer en contact avec moi très facilement via les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où je tente d'être active. On a aussi le site internet des Pépites Publiques où on trouve facilement la boîte mail contact lespépitespubliques.org. Donc faut pas hésiter, on répond systématiquement, on organise des cafés virtuels, des cafés en présentiel, et on prend toujours grand plaisir à rencontrer. C'est ce qui est le plus riche finalement, c'est comment on crée la connexion avec les autres et c'est la première étape avant de construire quoi que ce soit. Créer la connexion. Et sur ces belles paroles, merci beaucoup, Sarah. Avec grand plaisir, merci à toi Linda. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.